Donc merci Thomas d'être présent pour évoquer à travers donc votre parcours professionnel personnel la question donc de ces donations. Les donations sont-elles toujours synonymes de rapport gagnant-gagnant? Donc vous allez nous parler de cas de figure que vous avez pu rencontrer à Montélimar, à Digne-les-Bains et actuellement donc au musée Matisse du Cateau-Cambrésis, dont vous êtes le directeur adjoint depuis peu. Et donc merci de nous faire l'amitié d'être présent parmi nous aujourd'hui. Nous vous écoutons. Oui, tout de suite. Juste par contre, lequel je dois lancer, S'il vous plaît. Vous l'avez pas mis dedans tout à l'heure? Non, je voulais envoyer. Ah oui, je voulais que la mis dedans. Non, mais je peux le récupérer sur ce pas de souci. Les grands aléas des journées d'études. Alors, moi, je vais intervenir donc d'une manière peut-être un peu décalée par rapport à mes collègues sur cette question des donations. Je vais intervenir notamment sur 2 donations que j'ai pu gérer et voilà, et une animation réalisée en interne par notre médiateur. C'est ce côté un peu jackpot. Ça passe ou ça casse pour certaines donations. Donc, je vais intervenir sur ma casquette à la fois de conservateur et de restaurateur. Donc lorsque j'étais chargé des collections au musée Gassendi, où j'ai dû donc gérer une donation d'art brut, quand j'étais conservateur des musées de la ville de Montélimar, sur une donation d'art moderne et contemporain, et puis je ferai un dernier focus sur le musée Matisse, alors sur une donation pour laquelle je n'étais pas encore vivant, mais qui a un rapport assez intéressant sur l'avenir du musée. Donc le musée Gassendi à Digne-les-Bains, donc Gassendi par rapport aux philosophes, c'est un musée aux collections donc encyclopédiques. C'est un cabinet de curiosités géant où vous avez donc de tout, beaux-arts, des instruments scientifiques, des pièces archéologiques, de l'art contemporain. C'est très très varié. C'est la force de ce grand cabinet de curiosités à Digne-les-Bains. Et une rencontre, 2 personnes viennent taper à la porte du musée. Monsieur donc Viton et le docteur Costard, qui est donc psychiatre, et qui viennent nous présenter des dessins d'un ancien Dinois qui s'appelait Jean Perdrizet. Et Jean Perdrizet, il était un monsieur très très particulier. Il faut savoir que Digne-les-Bains est une ville assez intéressante au niveau psychiatrique, puisque vous avez un hôpital psychiatrique assez important et des études ont été menées sur différents délires et les incidences du manque de sel sur des capacités notamment psychologiques de certains habitants. Donc ils viennent nous voir avec des plans, donc vous voyez des robots, des machines pour discuter avec l'au-delà, des soucoupes volantes, voilà, donc une donation très variée d'un monsieur qui n'était pas connu. Et donc ils ont compilé comme ça ces dessins d'une manière également très particulière. Le docteur Costard, alors, n'était pas du tout le psychiatre de Jean Perdrizet, il les a collectionnés sur d'autres patients. Et puis monsieur Viton, qui est également en lien avec le centre de documentation du CNRS, et le CNRS recevait ses plans, puisque Jean Perdrizet en a envoyé à peu près plus d'1 tonne dans le monde entier, au Vatican, aux États-Unis, enfin il en envoyait partout en espérant avoir des réponses. Et au CNRS, les chercheurs, quand ils recevaient ces plans complètement farfelus pour discuter avec l'au-delà,
on dit, finalement, au lieu de mettre ça à la poubelle, on va donner ça à Monsieur Vuitton, parce que vu qu'il est un petit peu farfelu, ça va lui plaire. Et donc Monsieur Vuitton les a gardés. Ces deux personnes sont venues spontanément au musée. Donc là, vous voyez Jean Perdrizet, qui à l'origine est un ingénieur à Bolène. Ils vont déménager à Digne-les-Bains, et c'est une mouvance dans les années 70 des soucoupes volantes, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup aux alentours de Digne-les-Bains des soi-disant soucoupes. Et vous allez voir que sur son tampon, il marque Jean Perdrizet, inventeur, et c'est son adresse, à Digne-les-Bains. Il ne se déclare pas comme artiste, ce qui est un point primordial dans la donation. Donc la donation comporte plus d'une soixantaine de dessins, très variés. Là, vous en avez certains. Le robot, qui est l'une des pièces les plus célèbres, et les différentes machines. La seule contrainte que nous avons eue de la part des donateurs, c'était surtout d'avoir une exposition temporaire pour annoncer cette donation, même s'ils sont restés à l'écart. Ils n'ont pas eu de volonté d'avoir leur salle à leur nom, que ce soit affiché sur les cartels, et également l'exposition permanente de ces dessins. Là où je vais intervenir sur mon volet restaurateur, c'est qu'on a eu un problème évident de conservation. Il faut vous dire que la grande table que vous voyez fait à peu près la largeur de cette salle. Donc on a des dessins très longs, donc avec des contraintes d'exposition qui ont été lourdes à gérer, et en termes de conservation également. C'est-à-dire que quand on reçoit des œuvres graphiques détériorées, parce que là c'était des plans qui en plus avaient subi les ravages de mauvaises manipulations, comment on les expose à la fois de manière temporaire mais aussi permanente. Notre place a été également difficile parce que tout d'un coup un musée allait donner une légitimité à un monsieur qui était considéré à Montélimar comme fou. Donc il faut vous replacer un petit peu dans le contexte de Digne-les-Bains, qui est une petite ville. Tout le monde connaissait ce monsieur, parce que, évidemment, quand on construit des soucoupes volantes et des robots, puisqu'il a quand même mis en œuvre certaines de ses réalisations, il marque la mémoire, un petit peu comme le facteur cheval à Haute-Rive. On est dans cette même dynamique. Donc, tout d'un coup, le musée, donnait du crédit à ce monsieur, afin de faire participer les habitants, et c'est un crochet important. Nous avons fait un appel à la population pour leur demander s'ils avaient des dessins et des éléments à fournir pour compléter cette donation, et ça a été comme ça des donations supplémentaires pour compléter le fonds Jean Perdrizet. La contrainte, et je vous l'avais dit, c'était notamment une exposition permanente de ce fonds, donc avec une rotation, puisque nous sommes sur des œuvres graphiques assez régulière. Aujourd'hui, on est sur une présentation, comme vous pouvez le voir, assez décevante. C'est une toute petite vitrine dans le musée qui est dédiée à Jean Perdrizet. Je vous rassure, on est sur des facsimilés de photographies. Voilà. Ce ne sont pas les originaux. Donc aujourd'hui, on est plus sur une volonté de respecter la demande d'un donateur à minima. Voilà. Mais pour éviter de se fâcher avec l'idée à long terme et la création plutôt de meubles à plans, comme vous pouvez voir au lac de Dunkerque, qui donne à la fois un aspect assez ludique pour découvrir les plans, enfin en tout cas certains plans, et qui nous permet aussi en termes de conservation d'assurer la pérennité de ces pièces. Se pose donc la question de la légitimité. On a pu défendre ce projet de donation parce qu'on était sur un artiste dinois, donc il faut replacer aussi ce contexte très fort. Le musée s'appelait Gassendi par rapport à un philosophe dinois, donc cet apport local était important, et qu'on l'a aussi justifié par des collections précédentes, et je vous avouerai que le lieu qui nous a quand même aidé, c'est le LAM, à Villeneuve-d'Ascq, où il y avait déjà 20 dessins de Jean Perdrizet dans la collection d'art brut. Et ça a été un argument très important. Un argument également au niveau de la remise fiscale, puisqu'ils ont le droit à une réduction. Et en termes d'évaluation des collections, il fallait qu'on puisse avoir une base
de référence. Donc le LAN nous a effectivement aidé. Et puis on a vu également que la Suisse s'est intéressée grandement à la collection de Jean Perdrizet. Au niveau gagnant et perdant, je vous avouerai que si on devait un petit peu jouer à ce jeu, l'avantage au niveau des points positifs, c'est que nous sommes sur un musée face aux considérations de l'art brut, un inventeur et non un artiste. Le musée Gassendi n'avait pas du tout de collection d'art brut. L'intégration de ce nouveau domaine dans les collections permet d'ouvrir le champ des expositions temporaires et de nous placer aussi comme un lieu de réflexion sur l'art brut. Jean Perdrizet défendait l'idée qu'on était sur un plan et non une œuvre, de ne pas l'appeler artiste également. Donc un agrandissement des fonds par cette nouvelle collection, une intégration cohérente et encore plus cohérente dans le futur parcours permanent et cette valorisation de l'artiste local. Le perdant, c'est effectivement ce côté très lourd que le musée doit encore assumer aujourd'hui au niveau de la communication, de légitimer une personne qui est parfois considérée comme fou. Et donc il y a un travail de médiation à faire constant au niveau du public local. Et puis le deuxième point, qui est perdant d'une certaine manière, j'entends, c'est la conception atypique des supports de conservation et d'exposition. Nous sommes obligés de faire des tables pour la présentation qui sont complètement atypiques, ce qui évidemment pose des contraintes assez lourdes pour des expositions itinérantes. Le verre anti-reflet qui est indispensable pour de l'art brut, parce que les papiers, comme vous avez pu le voir, sont surchargés d'informations. Donc on ne peut pas se permettre de l'exposer sans ce verre-là. Et au niveau de la conservation, l'avantage que nous avons, c'est que Jean Perdrizet a utilisé un papier de mauvaise qualité, qui est un papier majoritairement à base de bois et qui n'intéresse pas les insectes. Donc ça, pour nous, c'est un point assez intéressant, c'est qu'il n'a pas été attaqué par les moisissures ni par les insectes. Le deuxième cas, au niveau de donation que j'ai dû aborder, c'était il y a 2 ans au musée d'art contemporain de la ville de Montélimar, qui est un lieu très atypique. Ce musée d'art contemporain est dans une ancienne caserne militaire. À l'origine, et vous l'avez en haut à gauche, on est sur un musée éphémère. La ville a envie de faire de l'art contemporain. Au niveau politique, le maire de l'époque, Franck Régnier, est passionné d'art contemporain, il veut faire son musée éphémère. Je dis, si ça ne fonctionne pas, au moins ça s'appelle éphémère, il y a une certaine forme de sécurité. Ça fonctionne très bien, donc il va se lancer sur le musée d'art contemporain Saint-Martin, qui est donc dans une ancienne caserne militaire. Et comme vous pouvez le voir sur les photos, on a cette rigueur militaire d'un très grand couloir qui dessert des salles. On a un donateur qui se présente au musée d'art contemporain qui s'appelle Pierre Boncompin, qui est donc à gauche, qui est artiste. Donc à droite, vous avez une de ses pièces. Il y a des influences maticiennes qui sont flagrantes. Et ce monsieur, qui passe souvent son temps dans la Drôme, puisqu'il est passionné par les paysages de la Drôme, se propose de faire une donation assez particulière, puisqu'il nous propose sa collection d'art moderne et également ses œuvres. Donc là, vous avez le contenu de sa donation qui a été exposé, qui est encore d'ailleurs exposé jusqu'à la fin de l'année au musée d'art contemporain. Donc vous retrouvez son travail et après sa donation uniquement donc des œuvres graphiques. Au niveau des contraintes dans l'acte de donation, vous avez une exposition temporaire pour annoncer sa donation et également qu'on dédie 2 salles en permanence à sa donation. Donc là, il est en plein montage de l'exposition qui a ouvert cette année. Et ici, je vous ai fait donc un plan assez sommaire du lieu. Donc ici, toutes ces salles, ce sont donc des salles d'exposition. Il faut savoir que le musée d'art contemporain ne fonctionnait qu'avec des expositions temporaires et n'avait pas de fonds permanents.
Donc, quand le visiteur arrivait au MAC, il découvrait 1000 mètres carrés dédiés à l'exposition temporaire, et on fonctionnait de cette manière-là. Ce qui était problématique, c'est le temps évidemment de démontage-montage entre deux expositions où le musée était intégralement fermé, et là le visiteur ne pouvait pas y accéder. On se rend compte que sa donation donc, va couvrir 3 salles, donc les 3 dernières salles de cet espace en jaune. Sa réserve est également inclue dans le musée d'art contemporain. Et enfin, en bleu, vous avez donc tout le parcours qui sera dédié aux futures expositions temporaires. La contrainte majeure de cette donation, notamment d'inclure un parcours permanent à sa collection, c'est évidemment la cohérence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir un visiteur qui va faire l'exposition temporaire et qui va se retrouver ici à se demander pourquoi il y a une donation sur 3 salles. Donc, aux futurs conservateurs de soit trouver pour chaque exposition une cohérence avec cette donation, ou alors de passer carrément du coq à l'âne. On voit qu'au niveau des sujets d'exposition, il y a une restriction très forte qui est réalisée par cette donation pour garder une harmonie, une cohérence dans la muséographie. Dans sa donation, vous avez des œuvres de Picasso, de Rouault, de Braque également, et c'est un fonds qui ne nous a pas posé de problème pour trouver une certaine forme de légitimité. Par contre, on s'est posé d'autres questions, notamment sur les réalisations de Pierre Boncompin. Donc, quand on a creusé, on a vu que certes, c'était un artiste local et qu'on avait une certaine légitimité à l'accepter, qu'il y avait déjà 2 céramiques au musée d'art et d'archéologie de Valence. Et après, quand vous regardez son parcours, majoritairement, il a eu que des expositions temporaires, soit dans des galeries ou dans des musées étrangers. On regarde aussi Art Price et on se rend compte que les valeurs lors des ventes sont assez basses. C'est à prendre en considération lorsqu'on accepte une donation, c'est-à-dire que tout d'un coup, on donne une légitimité à un artiste qui sera exposé en permanence dans un musée d'art contemporain à Montélimar, qui pourra également jouir de cette image, d'avoir maintenant ses œuvres dans les collections d'un musée. Donc oui, ça a une influence sur sa cote, sur les futures estimations, et c'est un critère que nous devons prendre en considération pour accepter ou éventuellement refuser une donation. Si on rejoue ce jeu du gagnant-perdant, on se rend compte que, niveau gagnant, il y a un accroissement des collections, avec quand même des artistes de renommée internationale, une mise en valeur d'un artiste local, et les œuvres sont des propriétés du MAC non labellisées Musée de France. C'est gagnant dans le sens où nous ne sommes pas donc passés en commission DRAC, et la ville considère les œuvres comme un bien mobilier. Voilà. Donc les tableaux sont considérés comme des bureaux, des armoires pour la ville de Montélimar. Le perdant, c'est, comme je vous l'ai expliqué, une intégration très compliquée dans le parcours permanent qui va poser des questions pour les futures expositions. Une exposition permanente de la collection figeant la muséographie, avec également beaucoup de contraintes en termes de conservation, une rotation très régulière des œuvres graphiques, un coût élevé en ARH, en assurance, en exposition, en création d'une réserve, puisqu'il a fallu créer quand même un espace pour sa collection, et d'encadrement, puisque pareil, il y avait une partie qui n'était pas encadrée. C'est contraindre le musée d'accepter des œuvres de moindre qualité, puisqu'il fallait accepter l'ensemble, on ne pouvait pas faire de distinction. De vérifier aussi les valeurs d'assurance, afin de ne pas être soupçonné de cautionner un détournement. Lorsqu'on nous présente des valeurs d'assurance, c'est à nous de vérifier auprès d'un expert, afin d'avoir une personne supplémentaire pour donner son accréditation sur les valeurs d'assurance. Monsieur Boncompin peut jouir d'une remise fiscale assez élevée. Pour vous dire, la donation faisait presque 1 million d'euros, enfin était en tout cas estimée à 1 million d'euros, donc évidemment que 66% d'1 million d'euros, c'est assez élevé. Et
Au niveau des coûts, c'est évidemment une incidence dont il faut parler auprès de la ville, c'est-à-dire qu'accepter une donation, évidemment que c'est une contrainte au niveau RH et assurance, notamment qu'il faut prendre en considération, et toutes nos obligations, même si le musée d'art contemporain n'était pas labellisé Musée de France, en termes de conservation et de restauration. Voilà. Et enfin, ce qui a été coupé, c'est aussi veiller à ne pas transformer donc le musée comme lieu de valorisation pour un artiste et de pouvoir se protéger de ce côté-là, de ne pas être la vitrine et la galerie d'un artiste et jouer le jeu du marché de l'art. Donc voilà pour les 2 donations que j'ai dû gérer pour le moment dans ma carrière. Là, je vais passer sur un côté très différent, qui est donc la donation Henri Matisse. Donc le poste que j'assure depuis le 1er avril au musée départemental Matisse à Le Cateau-Cambrésis, et on est sur des histoires de donations très belles. Donc la donation Matisse qu'il va faire donc à sa ville natale, au Cateau-Cambrésis, à 82 ans, de 82 pièces, qui vont donc intégrer d'abord l'hôtel de ville et la salle des mariages. Ce qui est intéressant dans la donation d'Henri Matisse, c'est qu'il va donner des œuvres du début de carrière jusqu'à la fin pour dresser un parcours chronologique, et il va même nous laisser des dessins refusés lors de son entrée à l'école d'art. Donc des dessins qu'il va garder toute sa vie, alors que ce sont des dessins refusés. L'hôtel de ville va également accueillir une autre donation, la donation Marcel Gromer en 1955, qui est uniquement une donation d'œuvres graphiques, donc un peu plus d'une dizaine de dessins. Marcel Gromer, qui est aussi un artiste des environs du Cateau-Cambrésis, puisqu'il était de Noyelles-sur-Sambre, et d'un 3e artiste, Auguste Herbin, qui était de Kiévie, juste à côté du Cateau, qui lui va donner plusieurs peintures à la ville. Donc le tout est regroupé au sein de l'hôtel de ville, du Cateau, avant que le département saisisse le levier très important qui était cette collection pour un transfert dans le Palais Fénelon, qui est le lieu actuel du musée Matisse. Au niveau donc de la scénographie, on a fait des petits clins d'œil à ce qui s'est passé donc au sein de l'hôtel de ville. C'est une vue donc de notre cabinet d'œuvres graphiques aujourd'hui donc au musée Matisse, qui reprend la même scénographie qu'avait décidé Henri Matisse à l'hôtel de ville. Donc on essaie quand même de garder une filiation entre les 2 lieux. Pour Matisse, pour Gromer, il est tombé dans l'oubli. Alors peut-être parce qu'il n'a pas donné de peinture. C'est une réflexion aussi à avoir. Il n'a donné que des œuvres graphiques qui sont parfois considérées, à mon grand regret, comme des œuvres mineures. On lui a quand même donné une belle exposition temporaire cet été. Et Herbin, qui lui par contre aura son parcours. Donc là vous avez des vues du parcours Herbin, qui est un parcours très important sur l'abstraction géométrique. Donc ces 3 donateurs clés auront 3 destinées assez différentes dans le musée actuel. Donc là, je vous ai mis un petit peu les plans pour vous rendre compte. Ici, vous êtes donc au rez-de-chaussée. En bleu, c'est tout le parcours Matisse que vous avez ici et également ici. Et Herbin qui est en jaune. Voilà. Alors, pour en venir où ? Pour en venir à l'origine du musée qui s'appelait donc le musée Matisse Herbin Gromer. C'était l'appellation originale, avant que le département dise on va tout miser sur Matisse, parce que Matisse est un levier beaucoup plus intéressant au niveau international, au niveau de la famille aussi, et donc on va s'appeler musée Matisse à Le Cateau-Cambrésis. La 3e donation que nous allons avoir en 2002 est la donation d'un personnage peu connu qui s'appelle donc Thériade, qui est un éditeur d'art grec, qui va travailler notamment avec Matisse sur le livre illustré très connu Jazz. Et quand nous avons cette donation en 2002 de Thériade, se pose cette question très forte, eh bien, comment parler d'une donation d'une personne qui est quasiment méconnue du grand public, parce que Thériade, ça ne parle pas. Donc Thériade a un espace qui lui est dédié. Je vais revenir ici sur le plan. Donc, pour Thériade, c'est l'espace rose
que vous avez ici. Et dans la donation Thériade, vous avez un panel très important d'artistes, comme vous pouvez le voir sur la photo, sur Fernand Léger. Vous avez Rouault à droite, Picasso, Giacometti, Miro. Et c'est une donation justement extrêmement variée que va nous faire ce collectionneur. L'avantage de la donation Thériade, c'est cette ouverture à d'autres artistes. Nous étions conditionnés sur Herbin, Matisse, Gromer, donc 3 artistes, et nous étions presque condamnés à parler uniquement de ces 3-là de manière légitime sur plusieurs années. Accepter la donation Thériade nous a permis justement d'ouvrir sur d'autres artistes et de revoir notre scénographie. Nous luttons effectivement contre cette idée du cube blanc et la donation Thériade a pu y répondre. Là, vous êtes face à la salle à manger de Thériade dans le sud de la France qui a été entièrement démontée et remontée dans le musée Matisse à Leucato-Cambrésis, avec le vitrail, la mosaïque, le mobilier de Giacometti et une sculpture de Lorenz. L'idée de l'ancienne conservatrice Dominique Simusiac était de dire: on n'est pas dans un musée classique, on est invité chez des hommes du Nord et des donateurs qui ont du cœur. Donc c'est être invité chez, pour donner une chaleur qu'on reconnaît souvent aux hommes du Nord. Et cette chaleur, vous l'avez aussi sur un autre projet que nous avons eu donc en donation, qui est ce plafond, qui est magnifique. C'est le plafond de la chambre à coucher de Matisse. C'est-à-dire qu'allongé depuis son lit, il a mis un fusain au bout d'un très grand bâton, il a dessiné au plafond le portrait de ses petits-enfants pour les voir constamment jusqu'à sa mort. Et par la suite, sa famille nous a donc donné le plafond qui était entièrement démonté et remonté au musée. Vous voyez que pareil, on est invité à nous allonger et à prendre la même position que Matisse et sortir du cadre classique du cube blanc. Au niveau donc de ces donations très fortes, la donation Herbin, Gromer, Matisse et également la donation Thériade, eh bien, se pose la question de l'avenir de notre musée au regard des baisses de subventions pour nos budgets d'acquisition et d'être face à un marché de l'art qui est très fort. Je vous ai mis les dernières ventes. On est sur presque 81 millions de dollars pour une pièce de Matisse, Gromer qui reste encore très élevé, et Herbin qui a explosé ces dernières années, notamment sur les œuvres du début de carrière. Aujourd'hui, comment pouvons-nous enrichir les collections avec des valeurs aussi élevées ? D'où l'importance de garder un rapprochement très fort avec les ayants droit et les familles, Matisse, Herbin, Gromer, mais aussi les ayants droit Thériade, pour continuer ce travail de donation qui est pour nous primordial, d'autant plus que nous allons nous agrandir d'ici quelques années. Voilà ma présentation concernant les grands projets de donation et toutes les réflexions également que ça peut inclure au niveau de la conservation et de notre responsabilité, certes en tant que conservateur, mais également tout le volet financier et RH que cela peut aborder. Je soulève aussi un point, parce que peut-être que vous allez la voir. Nous sommes passés en commission d'acquisition au mois de novembre pour faire un transfert, c'est-à-dire que nous avions dans notre photothèque des photos que nous avions eues en donation, mais en titre d'éléments d'archives, donc pas en tant qu'œuvre. Et nous avons décidé, au regard de la qualité scientifique de ces pièces et des informations que nous avons eues sur les années suivantes, de les faire entrer dans notre collection Musée de France. Donc aujourd'hui, est-ce que nous devons, au niveau fiscal, eh bien, vu que ça a changé de statut, que ce n'est plus une archive, mais c'est devenu une œuvre qui a intégré nos collections, considérer qu'on est sur une nouvelle donation, une nouvelle pièce, et de prévenir le donateur ou ses descendants sur des réductions fiscales dont il a droit. Donc on voit que qu'il y a beaucoup de points qui sont soulevés à la fois par les donations qu'on a pu avoir, mais également par les changements de statut que nous sommes en mesure de faire aujourd'hui. Voilà.